Bonjour Daniel Marcelli. Donc tu es professeur émérite en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ancien président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées, et un de nos maîtres dans la discipline de PEA. Et c'est à ce titre et dans le cadre des capsules SFPEADA des essentiels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent que nous souhaitions t'interviewer sur le métier de pédopsychiatre. Alors, tu as écrit, je l'ai dit, de nombreux ouvrages, mais ma première question, ça va être quelle est la formation d'un pédopsychiatre? Oui, bonjour Catherine. Je vais répondre à ta question, mais je voudrais mettre un préalable. Avant d'avoir une formation, il faut avoir des traits de personnalité ou des désirs, etc. Et je dirais que pour être pédopsychiatre, il faut aimer jouer. Il faut aimer jouer, et dans le jeu, il y a souvent des surprises. Donc il faut aimer les surprises. Et la surprise, c'est quand même un peu lié à une forme d'incertitude. Et il faut tolérer l'incertitude. Donc aimer jouer, aimer les surprises et accepter l'incertitude, donc pouvoir travailler avec le doute, c'est des dispositions psychiques qui m'apparaissent absolument indispensables quand on travaille avec des enfants et des tout-petits ou des adolescents, donc avec des êtres humains qui sont dans des conditions d'émergence de leurs fonctions. Car travailler avec des fonctions en émergence, c'est pas du tout la même chose que de travailler avec des fonctions en désorganisation, en destruction une fois qu'elles sont installées. Il faut pour qu'une fonction cérébrale, neurocérébrale, disparaisse ou soit altérée. Donc c'est l'ensemble de cela. Et dans ce cadre-là, pour avoir un entretien fructueux avec un enfant, un adolescent, un bébé, le jeu, la Désolée. capacité à être surpris, s'étonner de ce qui se passe, aller chercher du côté de l'étonnement, ça m'apparaît un Oui. élément essentiel. Cher Daniel, tu étais en train de nous dire que le jeu était indispensable, enfin aimer savoir jouer, prendre du plaisir à jouer était important dans le métier de pédopsychiatre, c'était un des préalables, et aussi supporter l'incertitude. Mais alors moi, si je me mets du côté des parents, je me dis, est-ce que c'est un métier sérieux, pédopsychiatre? Alors effectivement, derrière cette disposition psychique, il faut avoir acquis un certain nombre de connaissances dans des domaines relativement variés. Bien sûr, il faut connaître la psychiatrie de l'adulte, mais aussi de l'enfant. Donc, il faut aussi connaître le développement psychologique de l'enfant. Il faut connaître, si possible, aussi bien que possible, la neurologie et la neuropsychologie. Je dis souvent, le problème du psychiatre, c'est pas simplement d'être un neurologue ignorant. Le psychiatre doit connaître les bases fondamentales de la neurologie et de la neuropsychologie, mais il doit aller au-delà de ça. La psychiatrie, ce n'est pas uniquement la neuropsychologie et la neurophysiologie, mais il doit la connaître. Il doit connaître, bien entendu, la dimension systémique et la dimension groupale. Il doit connaître la dimension culturelle. J'ai presque envie de dire la dimension religieuse. Il doit comprendre également les enjeux politiques, par exemple, autour de la question de l'autorité, qui est quand même un des ressorts essentiels de l'éducation. Il doit connaître évidemment la pédagogie et les capacités d'apprentissage des enfants, etc., etc. Dans tous ces domaines, et il y a au moins 5 ou 6 domaines, il doit avoir des connaissances suffisamment solides et consistantes. Donc effectivement, c'est un métier qui demande du temps et qui, effectivement, une fois qu'on est bardé de tous ces savoirs, malgré tout, il faut accepter effectivement de ne pas tout maîtriser. Et je dis souvent à propos des enfants, et je le dis aux parents, la réalité de leur enfant, la structure même, la base même de leur enfant, c'est la part qui leur échappe. Et quand on a un enfant, on doit, je dirais, peut-être pas se réjouir, mais accepter et regarder aussi et comprendre la part qui nous échappe, celle qu'on n'a pas prévue, celle qui nous étonne, etc., etc. Sinon, on est dans un formatage. C'est pour ça que je dis souvent que élever à l'enfant, c'est d'être dans une position d'incertitude, justement, on dit souvent de juste milieu, et je dis souvent que le juste milieu, c'est un déséquilibre permanent, car il suffit d'un centimètre sur le côté pour ne plus être dans le milieu.
Donc, effectivement, aujourd'hui, dans un monde de certitude, dans le monde où on veut tout, que tout soit planifié, que tout soit organisé, la question est de savoir si on fabrique des produits, des enfants, en les formatant selon un dogme, ou si on accepte cette dimension que j'ai dit d'incertitude, etc. Le diagnostic et la question du diagnostic fait partie de cela. Dans une consultation de pédopsychiatre, je mets au défi un pédopsychiatre devant, par exemple, les 300 enfants qu'il a vus dans les 4 années précédentes, de formuler un diagnostic précis pour plus de 15% d'entre eux. Et les autres, c'est des hypothèses, des questionnements. Voilà. Alors, si effectivement il pose des diagnostics précis pour 99% d'entre eux, c'est qu'il est dans un processus d'étiquetage plus que dans un processus d'accompagnement d'un enfant dans l'émergence de ces conduites d'un enfant et des parents. C'est ça qui est compliqué. Alors après, il faut effectivement développer l'alliance de soins avec les parents, car les demandes des parents ne sont pas, et c'est un des problèmes des pédopsychiatres, et à certains âges de la vie, dont l'adolescence et la caricature, la demande des parents pour leur enfant, elle est souvent pertinente, très souvent pertinente, mais parfois elle témoigne aussi d'angoisse, d'inquiétude, de traits psychologiques dont ils sont eux-mêmes héritiers sans qu'ils en soient coupables, entre guillemets, qui les conduisent à avoir des désirs ou des exigences ou des positions qui ne sont pas toujours favorables au plein développement de l'enfant. D'accord. Donc, on voit finalement que ces pédopsychiatres, c'est une formation très sérieuse, très solide, qui prend plusieurs années, médicale, mais dont il faut savoir s'alléger pour arriver à garder un côté ludique dans l'interaction avec l'enfant et cette question de l'incertitude, comment on la gère. Ma question d'après, c'est finalement de qui s'occupe le pédopsychiatre? Parce qu'on t'amène un enfant, mais enfin, on nous amène en consultation un enfant. S'il y a la demande des parents, comme tu viens de le souligner, qui n'est pas facile à gérer avec leurs incertitudes, il y a la demande souvent scolaire et il y a une forme de demande sociale. Alors, de qui s'occupe le pédopsychiatre? Effectivement, sauf à exercer en privé, ce qui est quand même pas la majorité d'entre nous, l'immense majorité des pédopsychiatres, plus de 90%, travaillent dans des institutions. Ils ont donc un travail avec une équipe. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi, dans le cadre de ce travail-là, la capacité à accompagner une équipe, à la gérer, à entendre les différents points de vue, à se décaler de son point de vue pour entendre les points de vue des autres. C'est un élément essentiel. Tout ça fait partie dans ce qu'on pourrait dire une compréhension systémique élargie. Alors effectivement, après, le premier travail d'un pédopsychiatre, c'est de pouvoir effectuer ce que j'appelle moi des entretiens d'évaluation. Je dis ça pour me décaler du mot évaluation en termes de purement protocole, etc. Des entretiens d'évaluation un peu à la Winnicott, éventuellement associés à des bilans complémentaires. Et cette phase initiale d'évaluation qui peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, d'abord, elle peut faire partie intégrante de l'approche soignante de cet enfant et de cette famille, et ensuite, elle permet de prendre des décisions en concertation avec l'équipe. Et là, pour moi, le métier de pédopsychiatre, c'est d'évaluer l'action soignante qui est prioritaire et celle qui a le plus de probabilité de mobiliser la situation et de permettre la reprise d'un développement satisfaisant. Alors, ça peut être une action directement sur l'enfant, psychothérapie, ça peut être prescription médicamenteuse dans quelques cas très rares, ça peut être une action de rééducation orthophonique, ça peut être une prise en charge familiale, ça peut être un dispositif institutionnel, etc. Et c'est effectivement au pédopsychiatre de gérer ces choix soignants parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps et au même moment. Et là, je plaidais beaucoup pour la chronologie des soins et la hiérarchie des actions à entreprendre. Et il y a quelque chose que je récuse en permanence. Par exemple, j'ai eu une formation privilégiée dans tel domaine. Je suis systémicien. Et alors, tous les patients, toutes les familles qui vont venir vont être mises à la soupe de la thérapie familiale.
je suis biologie, enfin une tendance biologique médicamenteuse, je vais distribuer des médicaments à tout le monde. Je suis psychothérapeute d'inspiration psychanalytique, ça va être une indication de psychanalyse pour tout le monde. Enfin, je vais voir un cardiologue parce que j'ai un souffle au cœur, il ne va pas systématiquement prescrire une greffe cardiaque. Il va commencer à... donc il faut cette espèce d'état d'esprit où parce que je connais cette technique, toutes les familles passent à la moulinette de cette technique. Je trouve ça consternant pour notre discipline. Et c'est ça la difficulté. Donc cette difficulté, je crois, de ce point de vue-là, l'expérience me montre que le pédopsychiatre, par cette formation, c'est celui qui justement est le mieux à même de faire dans l'idéal le travail que je viens de dire. Souvent, les autres, nos collaborateurs, ben, ils ont un domaine, un segment de cela. Bon, les psychologues, ça va être évidemment, et puis en fonction de leur formation, ils vont être soit des rééducations neurocognitives, soit des psychothérapies, et bon, orthophonistes, etc. Donc, c'est au pédopsychiatre d'entendre la musique de son équipe et de choisir l'instrument privilégié pour soigner cet enfant, cette famille, en posant son instrument au point le plus mobilisable de la dynamique. Ça me refait penser à la fonction parentale parce que aujourd'hui, on a des parents qui sont assez désemparés du côté de l'éducation. Et quel est le travail du pédopsychiatre avec les parents? D'abord, je pense que 99% des parents essayent de faire au mieux, y compris des parents qui sont parfois maltraitants avec l'enfant. Mais très souvent, ces parents-là essayent de faire au mieux compte tenu de ce dont ils disposent eux-mêmes ou de la vie qu'ils ont eue. Donc, il y a une chose qui est absolument délétère, c'est d'être dans des causalités linéaires et d'accuser les parents comme ci, comme ça. Toutes les expériences, un peu d'expérience montrent que il est très difficile de faire des pronostics au long cours et pourquoi tel patient il a une anorexie mentale, pourquoi tel autre il a une impulsivité, pourquoi le troisième, il a des dépressions avec des tentatives de suicide. La souffrance, l'expression symptomatique de la souffrance d'un enfant, elle a des paramètres tellement nombreux que de faire des corrélations linéaires du style la mère est comme ça, donc l'enfant est comme ça, le père est comme ça, et donc l'enfant est comme ça, c'est parfaitement absurde. Ça peut être dans notre tête des modèles de compréhension des organisations interactives, mais ça ne sont pas des modèles de causalité. Et il faut faire très attention. Donc, on a souffert de cette accusation de culpabilité, de culpabiliser les parents. Donc, il faut le comprendre. Inversement, je pense quand même que l'enfant est un peu le produit de son éducation. J'ai même envie de dire un peu beaucoup. Alors, du modèle d'éducation, étant entendu que le modèle d'éducation, c'est à la fois un modèle social, un modèle culturel, un modèle religieux et un modèle familial et un modèle individuel. Et donc, effectivement, c'est comme les poupées russes, tout ça s'entasse les uns dans les autres, et l'enfant est le produit de son éducation. Et donc, s'il est aussi un peu le produit de ses gènes, il est quand même, de mon point de vue, pas mal le produit de son éducation. Et de toute manière, toutes les sciences neurocognitives et tous les savoirs neurocognitifs et neurodéveloppementaux aboutissent à quoi? Aboutissent à des prescriptions relationnelles. Une rééducation de ceci, une rééducation de cela. C'est donc bien que quelque chose de l'ordre de la relation est fondamentale dans le développement et qu'on ne changera pas les gènes et les chromosomes d'un enfant à ce jour. Peut-être que dans 4 ou 5 générations, mais pas aujourd'hui. Donc, jouer sur les capacités à mobiliser la famille, à faire des petits changements, en l'accompagnant, en développant de l'empathie à l'égard des parents, en essayant de développer les alliances de soins. Si on s'en donne les moyens, et si on en a le respect des parents, c'est possible dans quand même un grand nombre de cas, même s'il reste des situations regrettables où pour des raisons X, Y, on est devant des postures très figées, très rigides, où rien ne peut être entendu. Et dans ces cas-là, bah, il faut se résoudre à des situations, à des propositions j'ai presque envie de dire, plus chirurgicales, type placement de l'enfant, type placement familial, ou des situations comme ça. Mais bon, ça reste quand même relativement exceptionnel. Toutefois, le problème, c'est comme c'est des situations graves, ce serait très lamentable et très triste
que la pédopsychiatrie soit cantonnée uniquement à ces cas les plus dramatiques et les plus extrêmes. Bon, il faut qu'on s'en occupe, c'était évident. Il faut qu'on aide les parents et les enfants et qu'on réponde à la demande sociale. Mais je pense aussi qu'il y a bien des enfants qui souffrent en silence ou qui ont des pathologies moins dramatiquement repérables, mais qui ont quand même besoin de soins. D'accord. Donc, avant tout, ce que tu dis, c'est que c'est un métier relationnel. Oh, ouais, il me semble que pour moi, c'est une évidence. Et qu'effectivement, quand on passe son temps à regarder des bilans et qu'on prescrit à partir d'un bilan, c'est pas l'enfant qu'on soigne, c'est on corrige un bilan et avec l'expression corriger. Donc là, moi, je suis un peu perplexe devant une certaine orientation. Quand on est dans la relation, la difficulté, c'est d'être psychiquement disponible à ce qui se passe, psychiquement disponible aux parents, psychiquement disponible à l'enfant, de ce que j'appelle avoir un esprit ouvert et d'être justement sensible à l'étonnement, à la surprise, à des choses un peu différentes. Voilà. Et ça, c'est psychiquement fatigant. C'est beaucoup plus facile de regarder des bilans et puis de prescrire une pilule. Là, on peut voir 40 patients dans la journée sans être trop fatigué. En plus, c'est rentable pour la société, en tout cas pour certains laboratoires. Tandis que voir 7, 8 ou 9 patients dans la journée, ce qui est déjà beaucoup, de famille, à la fin de la journée, on est assez fatigué et lessivé. Donc, dans l'engagement relationnel, il y a quelque chose qui est un peu à contretemps de notre culture et de l'orientation de notre civilisation, où chacun veut être dans son individualisme protecteur. Et voilà. Être pédopsychiatre, c'est accepter cet engagement et accepter de mettre son appareil mental à la disposition d'autrui, ce qui n'est pas toujours facile. Pour terminer, Daniel, j'aurais voulu savoir si tu nous conseillais un de tes ouvrages en particulier, disons pour un jeune professionnel qui commencerait le métier. Est-ce qu'il y a un de tes ouvrages que tu privilégierais? S'il s'agit maintenant de mes ouvrages ce que j'appelle mes essais, je dirais comme ça qu'il y en a, alors il y en a trois, mais des domaines, il y a précisément La surprise chatouille de l'âme, que j'ai écrit il y a pas mal de temps et qui est un ouvrage justement sur la question de la surprise et l'interaction de surprise. Un autre que je trouve intéressant, c'est Les yeux dans les yeux, l'énigme du regard, qui est quelque chose. Et puis le dernier, enfin l'avant-dernier, qui est un peu une synthèse de mes travaux sur l'autorité, c'est Moi-je de l'éducation à l'individualisme, qui est effectivement une réflexion sur les conditions d'éducation contemporaine, l'individualisme et la question de l'autorité. Donc, eh bien, merci à toi. Merci Catherine.